Bonjour à tous, c'est un des meilleurs connaisseurs du marché publicitaire. Il a notamment travaillé chez PSA en Amérique latine avant d'occuper différents postes de direction chez Mondadori France. Ancien président de Starcom, filiale de Publicis, il dirige depuis 2012 les activités de Dentsu Aegis Network en France, en Belgique, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Bonjour Thierry Jadot. Bonjour. Je vous propose de commencer par un petit point sur le marché publicitaire qui a connu 2 années très difficiles. Comment a commencé 2014 et comment voyez-vous les mois à venir ? Moi, je pense qu'on va vivre une année 2014 de stabilité, mais avec des mouvements à l'intérieur des médias qui correspondent à ce qu'on a pu vivre par le passé. C'est-à-dire qu'on a été sur du -3 l'année dernière, mais avec de l'Internet, tous les médias digitaux qui, eux, ont continué à progresser. Oui. Et là, on est sur une tendance de +3 actuellement sur les médias digitaux. Et le média qui s'en sort le mieux, c'est toujours la radio ? C'est la radio parce que c'est un média de crise. Mais la télévision également, en tout cas une partie de la télévision se porte bien, compte tenu du mondial en particulier. Alors, ce qu'on voit, c'est un manque de visibilité complet, un marché très erratique d'un mois sur l'autre. On a eu un mois de juin excellent, il semble que le mois de juillet commence assez mal. Comment expliquez-vous ces fluctuations permanentes ? Mais je pense que c'est l'incertitude quant au futur, et c'est la même incertitude que connaissent tous les agents économiques sur la situation du pays. Je regardais un peu ce qui se passait également dans le secteur automobile. On voit qu'il y a des mois où les immatriculations sont très élevées, et puis le mois d'après, sans qu'il y ait véritablement de raison, les immatriculations qui s'effondrent. Donc tous les secteurs sont confrontés à ce manque de visibilité sur la sortie de crise de l'économie française particulièrement. Et est-ce qu'on peut lier ces mutations, ces fluctuations également à la mutation du marché publicitaire dans son ensemble, c'est-à-dire des grands annonceurs qui hésitent, qui ont du mal à définir leur stratégie de communication parce qu'ils ne savent plus trop quel outil utiliser. Ça n'est plus les campagnes de publicité qu'on a pu connaître auparavant. Désormais, ce sont des campagnes plus ciblées et c'est là que vous intervenez, vous. Oui, absolument. Alors, ce qui est clair, si je reprends le marché publicitaire de 2008, c'était 13 milliards. 2013, c'est 13 milliards, ça va être à peu près 13 milliards en 2014. C'est plus 2 milliards sur les médias numériques et c'est globalement moins 2 milliards sur les médias presse en particulier. Donc oui, ça a changé énormément, la façon de communiquer a changé, les attentes des clients, les attentes des citoyens ont changé, ils attendent plus d'engagement, ils attendent des conversations qui soient plus récurrentes, qui soient permanentes et pas seulement un message exclusivement publicitaire qui soit descendant. C'est ça qui a évolué. Et donc les annonceurs sont perturbés et ils ont besoin d'y voir plus clair. Ils voient que les usages sont en pleine révolution, que le mobile occupe l'essentiel de notre journée. En revanche, est-ce qu'on investit assez sur le mobile? Non. C'est typiquement ce qui les préoccupe. Ce qu'on se dit là nous amène très naturellement au livre que vous venez de publier, qui s'appelle « L'été numérique, les 8 révolutions digitales qui vont transformer l'entreprise ». L'idée de ce livre, c'était de dire quoi? De dire on a observé les mutations digitales, maintenant il est temps d'en tirer les conséquences et de changer notre façon de travailler et de concevoir l'économie en général. Tout à fait. C'est un bouquin qui est destiné aux dirigeants, aux managers, qui leur donnent des clés de compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer, et qui leur donnent aussi des clés pour agir. Si je l'ai appelé l'été numérique et non pas le printemps numérique, c'est qu'on est arrivé à un moment où désormais c'est l'économie en dur qui doit se transformer via les outils numériques. On a été dans une première période où on a vu émerger Google, on a vu émerger Facebook, etc. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'industrie qui doit bouger parce qu'elle bouleverse les secteurs d'activité en faisant arriver des concurrents de toutes parts et en changeant totalement les usages. C'est vrai de l'automobile, c'est vrai de l'assurance, c'est vrai de la banque, c'est vrai des transports. Regardez la révolution à la SNCF. Alors, pour bien comprendre votre discours, je vous propose de nous arrêter sur un exemple, le secteur de l'assurance dont vous venez de parler. En quoi le bouleversement numérique, digital, va changer ce métier de l'assurance? Parce que simplement la data qu'il est possible de collecter à travers nos comportements sur le digital peuvent permettre d'individualiser beaucoup plus qu'aujourd'hui les primes d'assurance et de prédire des comportements sur la route par exemple. Donc de profiler le contrat de chacun. De profiler le contrat. Et je pense qu'on sera de plus en plus ouvert justement à partager de la data sur nos comportements afin d'avoir des primes d'assurance qui soient singulières, qui soient adaptées à notre façon de vivre. Et donc quand je vois les 32 projets du gouvernement, le plan sur la big data et que je vois qu'un groupe comme Covea est complètement engagé dans cette transformation, ça montre bien les enjeux pour ce secteur.
Alors, à propos de la data, vous dites dans votre livre qu'il y a un danger, le danger de l'information toujours mieux ciblée, le danger de l'hyper-ciblage. Ce que vous dites, c'est qu'à force de cibler l'information sur un type de profil, on enferme le consommateur dans un univers de plus en plus restreint et l'information perd de sa substance. Oui, c'est-à-dire que ce que j'évoque, c'est que c'est effectivement un risque. Le risque, c'est plus je vous connais et plus je vous envoie des informations qui vous correspondent. Et donc le risque, c'est que vous ne soyez plus confronté finalement à des points de vue différents, à des offres qui ne sont pas tout à fait en phase avec ce que vous aimez, mais qui pourraient vous surprendre. Donc le vrai enjeu de la data, protection des données personnelles, il y a quand même un aspect positif, c'est que la rencontre entre une offre et une demande se fait à un niveau de pertinence supérieur par la connaissance mutuelle qui est meilleure, mais il y a effectivement ce risque d'enfermement, de bunkerisation dans un univers qui me ressemble tellement qu'il est de moins en moins ouvert à l'extérieur. D'où la nécessité de garder son libre arbitre. Vous avez créé à l'automne dernier un think tank qui s'appelle Culture Numérique. Quel était l'objet de ce think tank? L'objet, c'était de partager des expériences entre des professionnels issus des pouvoirs publics, des professionnels issus des entreprises et de voir en quoi les expériences mutuelles pouvaient aider à une plus grande mobilisation citoyenne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend compte que les citoyens ou les consommateurs sont très sensibilisés au discours de marque, mais ils sont très peu sollicités par les pouvoirs publics sur des projets de réforme, etc., en dehors des périodes électorales. Et on se rend compte, puisqu'on a fait des sondages avec Harris Interactive en particulier, que plus la mobilisation, plus on utilise les moyens digitaux pour mobiliser le citoyen, et comme par hasard, plus il va voter. Donc ça peut prendre la forme de pétition en ligne, comme ça existe en Angleterre, notamment. Ça existe en Angleterre, ça existe en particulier également en Finlande. C'est du crowdsourcing, c'est comment les mairies peuvent donner la possibilité à leurs citoyens de choisir entre différents projets. Il ne s'agit pas de faire du total participatif sur un projet local, mais c'est sur un budget local, et se dire sur ce projet local, est-ce que les citoyens peuvent se prononcer. Ça veut dire aussi mieux partager la data au niveau des administrations, et on voit à quel point quand on partage la data, on arrive dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, à de formidables progrès. La data, c'est formidable à condition de la partager intelligemment, tout en gardant le libre arbitre. Merci beaucoup Thierry Jadot, à bientôt. Merci. Merci.